on a préparé cette journée, et en particulier cette séquence-là dans le groupe de travail lié au CA de l'URSCOP, on s'est dit qu'il était important qu'il y ait un moment de réflexion sur les problématiques qui sont liées à nos activités et pas simplement telles que nous les vivons au quotidien. Et il en est sorti donc dans l'actualité deux points forts. Il y en a sans doute d'autres qui aujourd'hui font débat et qui nous interrogent et sur lesquels nous avons envie de débattre ensemble. Cela dit, il nous a paru évidemment extrêmement important d'avoir l'apport de plusieurs personnes, et en l'occurrence deux, qui ont particulièrement passé du temps et réfléchi, qui sont des têtes pensantes, c'est les mots que je prendrai pour moi, chacun prendra les siens, de ces réflexions-là autour des questions à la fois du monde des coopératives, de notre monde, et plus globalement de l'économie sociale et solidaire, et de tout ce qui tourne autour. Et que c'est autour de ces questions d'actualité qu'il nous a paru intéressant que ce moment d'Assemblée générale soit aussi un temps de réflexion, d'échange et de débat qui nous permettent de prendre un petit peu de recul sur le quotidien. Et il y a deux termes qu'on pourrait presque appeler deux concepts qui aujourd'hui nous traversent, nous font réfléchir, qui tournent autour de valeurs, en tout cas qui se réclament, dont les porteurs se réclament en grande partie du monde coopératif, ou en tout cas de l'économie sociale et solidaire. Il y a d'un côté ceux qui se retrouvent dans le concept d'économie collaborative. Pour prendre l'exemple le plus courant, le plus connu aujourd'hui dans la vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Ça, là, au moins, là, on sait de quoi on cause. Mais ce n'est pas que ça. Mais c'est un exemple frappant, d'autant plus que les métiers de ces gens-là sont des métiers que nous connaissons dans le monde coopératif et que certains d'entre nous, dans le monde coopératif et dans cette salle, connaissent encore mieux. Et donc, on a de quoi effectivement avancer sur cette question-là pour voir si ce concept d'économie collaborative se rencontre et fait écho à nos valeurs et à nos pratiques coopératives. Ça, c'est la première question d'actualité qui nous est venue à l'esprit. Et la deuxième tourne autour de ce que l'on appelle, et je laisserai nos amis à chaque fois le définir plus précisément, je vous laisse en haleine là-dessus, autour du concept plus précisément d'entrepreneuriat social qui, aujourd'hui même, laisse la place à une forme d'expression plus moderne, plus touchy, plus à la mode, qu'on appelle le social business, pour parler à l'anglaise. Et on s'est dit que là aussi, il était intéressant de réfléchir autour de ces questions-là qui sont, et pour tout le dire, d'une certaine manière, là on a pris les questions d'actualité telles qu'elles sont posées dans la presse en général, dans les médias en général, mais dans nos débats de toutes sortes et à tous les échelons en quelque sorte. Mais globalement, on peut se rendre compte que ce sont des débats et des interrogations qui traversent l'ensemble de ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie sociale, voire l'économie sociale et solidaire. Alors nous avons invité donc deux intervenants, et les choses vont se passer de la manière suivante. Je vais d'abord passer la parole à Laurent Lannes, que un certain nombre d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous, connaissent aussi dans la salle, qui a à la fois une quadruple compétence, puisqu'il est à la fois écrivain, auteur, journaliste, et y compris chercheur, c'est-à-dire qu'il a toutes ces casquettes-là, et il va nous en faire profiter aujourd'hui. Il a sorti un nombre, et je ne vais pas les citer aujourd'hui parce que je n'aurai même pas assez de pages dans mes notes, incommensurable d'ouvrages à la fois de recherche et à la fois de littérature. Bon, mais le dernier quand même qu'il ne faut pas louper, je dirais presque les deux derniers, mais bon, parce qu'ils s'enchaînent assez bien, ça je peux vous le dire. C'est que le dernier, face aux barbares, dont j'ai oublié l'éditeur, mais ça viendra, je crois que c'est le tiers-livre, si mes souvenirs sont exacts, c'est ça, c'est l'édition du tiers-livre. Face aux barbares, coopération versus ubérisation, le titre déjà en dit beaucoup. Et
le précédent tournait autour déjà d'Uber et de la prédation en bande organisée. Bon. Et donc, nous allons demander à Laurent de nous permettre de comprendre d'où vient cette logique d'économie collaborative illustrée par les pratiques d'ubérisation, mais qui dépasse largement la question des transports, hein, et de numérisation de la société, parce que c'est là aussi que cela vient, et de le confronter à nos valeurs et à nos pratiques coopératives. Et puis ensuite, je passerai la parole à Jean-François Drapery, que aussi, là pour le coup, beaucoup d'entre vous connaissent, qui est chercheur, hein, qui est directeur du Centre d'économie sociale au CNAM, au Centre national des arts et métiers, qui lui aussi a une liste extrêmement longue que vous pouvez retrouver d'ouvrages, mais qui en a sorti un récemment, un de plus, hein, qui est une histoire de l'économie sociale et solidaire aux éditions des Petits Matins, qui sont aussi assez proches du monde coopératif d'ailleurs, et qui raconte là aussi toutes sortes d'histoires, au singulier et au pluriel d'ailleurs, puisque je l'ai lu à l'époque, mais de ce que représentent aujourd'hui les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons demandé à Jean-François de revenir sur le concept d'entrepreneuriat social, décliné aujourd'hui sous forme de social business. Quel rapport avec le monde coopératif, quel rapport avec l'économie sociale, de façon à ce que nous fassions une idée de quels sont les enjeux des débats aujourd'hui dans notre sphère. Et je propose qu'ensuite, une fois que chacun aura parlé entre 20 et 25 minutes, parce qu'on a 3 quarts d'heure en tout, et moi je vais arrêter là maintenant pour donner la parole à nos amis, qu'on ait un petit peu de temps pour pouvoir échanger, parce qu'il y a effectivement de quoi en débattre, et l'intérêt c'est qu'on ait les points de vue des uns et des autres, et les réflexions des uns et des autres. Donc je donne d'abord la parole à Laurent, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette présentation et le temps pour parler de l'économie collaborative, 25 minutes, ça va être très très court. Donc je vais essayer de rentrer très vite dans le vif du sujet pour dire que l'histoire de l'économie collaborative, elle est née en fait avec la démocratisation du web au milieu des années 90 qui a permis aux internautes, à la société civile, de s'auto-organiser et de créer de la valeur. Alors vous avez tous certainement l'image de l'échange. On parle souvent d'ailleurs de cette économie collaborative, d'abord par l'économie du partage, le fait de pouvoir se rendre au Canada chez un ami ou quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui lui-même va venir en France dans votre logement. Il y a comme ça une vision heureuse de l'économie collaborative ou de l'économie du partage. Il faut dire aussi qu'elle est liée à une utopie politique qui est née dans le sillage de la Beat Generation et du mouvement hippie. Un certain nombre de jeunes qui étaient contre le productivisme et l'hyperconsommation et qui avaient l'idée de changer la société, de changer les cadres sociaux américains. Alors ça a une version évidemment politique, mais il y a aussi un certain nombre de jeunes universitaires qui étaient dans les universités américaines, qui se sont posés ces questions de transformer le monde, des programmeurs informatiques, et qui ont donc cette utopie par les logiciels, les programmes, de changer le monde. Donc ça naît un peu aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, qui crée un écosystème favorable, puisque vous y avez 2 grosses universités qui sont Stanford et Berkeley, des sociétés de capital risque, je ne parle pas du climat évidemment, et en sachant aussi que les enseignants de ces universités sont pratiquement tous des entrepreneurs. Donc ça, c'est la version, je dirais, heureuse que tout le monde connaisse, et même qui peut avoir aussi des points communs avec l'économie collaborative, en ce sens que l'utopie coopérative est née aussi avec cette idée des communs que sont les fruitières du Jura au Moyen-Âge, les mines de Rancé dans l'Ariège. Donc l'idée qu'il y a un bien commun qui est en fait administré par une communauté qui établit ses propres règles de régulation. Ce qui s'est passé, à mon avis, la mutation importante, c'est la pénétration massive des smartphones et des tablettes. Jamais dans l'histoire des outils de la sorte n'ont pénétré aussi rapidement. Je crois qu'en 2006, pratiquement 80% des Français étaient équipés d'un smartphone, ce qui a posé des problèmes, puisque de toute façon, ces smartphones et ces tablettes sont en eux-mêmes des diffuseurs de données. Alors les géants du net qui ont apporté une réponse
en créant des data centers. Qu'est-ce que c'est que les data centers? En fait, ce sont des grosses armoires informatiques qui sont généralement installées près des fleuves, puisque le mégaoctet doit être consommateur de mégawatts, il doit être refroidi. Et en fait, c'est la gestion, le stockage de cette information, de données numériques, qui sont traduites par des algorithmes qui vont apporter des opérations automatiques. Ça a donc créé une espèce de révolution, parce qu'à partir de là, si vous voulez, des plateformes se sont posées en intermédiaire de cette économie collaborative. Les plateformes, vous les connaissez tous, c'est Amazon, c'est Uber, c'est Airbnb. Et à partir de là, il y a un changement de nature de cette économie collaborative que vous retrouvez, et ça c'est des travaux qui sont intéressants, de Michel Bowens. Je vous conseille vivement de lire son livre « Manifeste pour une véritable économie collaborative ». Il est aussi le créateur de ce qu'on appelle le P2P Foundation, où vous aurez là aussi des exemples de cette économie collaborative, mais animée par des valeurs coopératives. À partir de ça, il a défini, lui, que ces entreprises, il a parlé du capitalisme nétarchique. Alors qu'est-ce que c'est que le capitalisme nétarchique? Ce sont ces sociétés qui vont exploiter la coopération humaine et qui vont capter la valeur produite par les pairs, par les individus. C'est donc un changement de nature, comme vous pouvez le constater. Et en même temps, quand on imagine par exemple Facebook n'existerait pas sans les interactions des internautes, mais la valeur commerciale de Facebook, elle n'est pas distribuée avec les internautes qui sont eux-mêmes co-créateurs de la valeur, ce qui posait donc un certain nombre de problèmes. À partir de là, donc, se sont créées des plateformes qui ont été l'espèce d'outil le plus adapté pour gérer ces données de masse et en même temps les monétiser. Et la particularité de ces plateformes, c'est qu'elles n'ont pas pour but de rechercher en priorité le profit. C'est donc aussi un modèle d'affaires et un modèle économique totalement différent. Leur but, c'est de gagner une position dominante le plus rapidement possible. Vous avez un exemple, et là je reviens à Uber. Uber est une société créée en 2009 qui, depuis sa création, est massivement non rentable. En 2017, c'est-à-dire l'année dernière, le déficit d'Uber était de l'ordre de 60% de son chiffre d'affaires. Alors on peut se poser la question de savoir, mais comment une société comme Uber continue à vivre? Eh bien, c'est là qu'on est dans une vision financière de cette économie innovante, nous dit-on. C'est-à-dire que toutes les courses d'Uber sont subventionnées. Elles sont subventionnées en partie par les fonds de capital risque, mais surtout par la banque Goldman Sachs, la très sulfureuse banque Goldman Sachs, dont je rappelle quand même qu'elle est à l'origine de la crise financière de 2008 avec les subprimes. Vous savez, ce produit financier que des banquiers de Goldman Sachs avaient inventé, qui était basé sur un portefeuille de créances qui était essentiellement établi sur des crédits hypothécaires pourris. C'est le terme de subprimes d'ailleurs. Ça a l'air de rien, mais ça a quand même jeté des milliers d'Américains dans la rue. Et le deuxième investisseur massif d'Uber, c'est le fonds souverain saoudien. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer les règles ou l'éthique de ces entreprises ne sont pas exactement ce qu'on peut imaginer en termes d'économie collaborative. Le modèle d'affaires d'Uber est également basé sur la prédation, la précarité. Vous avez certainement entendu les manifestations des chauffeurs Uber. Et en même temps, une volonté manifeste de violer la loi. C'était le cas lorsque notamment Uber a lancé son service Uber Pop, qui était le fait pour chacun d'entre nous, n'importe quel particulier, de pouvoir faire la même chose, le même métier que les taxis. Le tribunal correctionnel avait condamné Uber avec ce commentaire tout à fait éloquent qui était de souligner la volonté manifeste d'Uber de contourner la loi. On est dans un univers pratiquement de délinquance. D'ailleurs, le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a été exfiltré. Il y a eu une enquête interne. Il a été exfiltré parce que les investisseurs commencent à s'inquiéter de l'image d'Uber. Il a été quand même reconnu dans l'enquête interne qui a été menée, corruption, fraude, piratage de données et harcèlement sexuel. Alors en fait, ces entreprises, si vous voulez, sont le produit d'un écosystème en fait économique et financier qui est totalement indifférent au bien commun. Je vais en donner 3 exemples après avoir rappelé
que Uber est la licorne. Une licorne, c'est en fait, une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et la start-up la plus valorisée actuellement à hauteur de 68 milliards de dollars. Pour vous dire qu'elles n'ont aucun souci du bien commun, les 3 exemples que j'annonçais, d'abord le fait, et c'est Bill de Blasio, le maire de New York, qui avait fait une sortie qui voulait geler, il l'a fait récemment, il voulait geler les immatriculations parce que les Uber, évidemment, pour se développer, mettaient de plus en plus de chauffeurs dans les rues de New York, ce qui aboutissait finalement à une chute de la vitesse de circulation. Et il avait dénoncé le fait que cette entreprise était uniquement guidée par son intérêt personnel et ses profits. Le deuxième élément, et là ça concerne Airbnb, qui est une vraie question et un vrai sujet. Récemment, aux États-Unis, il y a eu une manifestation à San Francisco de gens qui n'arrivent plus à se loger. Parce que Airbnb, évidemment, exerce une pression très forte sur les loyers, et ce qui pose des problèmes pour la communauté. Dernier exemple, et je prends volontairement aussi cet exemple à San Francisco, c'est celui des trottinettes électriques qu'on voit apparaître un peu partout, qui sont faites par des start-up, et les gens commencent à contester complètement, parce qu'il y en a partout, ça se garde n'importe où, et je crois qu'il y a eu récemment à Bordeaux la tentative aussi d'une start-up, mais qui a été enrayée rapidement par le maire de Bordeaux. Si je prends ces exemples à San Francisco, c'est parce qu'en fait, la concentration du modèle d'innovation qu'on nous vend soir et matin est celui de la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley a une vision de la technologie. Et cette vision, elle est basée sur 2 idées majeures. La finance de marché, je viens d'en parler, et la centralisation. Aujourd'hui, si vous voulez, la centralisation est quasi monopolistique dans les grands secteurs de cette économie numérique. Quels sont les concurrents de Google? Quels sont les concurrents de Facebook? Quels sont les concurrents de Airbnb? Il n'y en a quasiment pas. Et la difficulté, c'est de penser qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, cette centralisation risque de se développer. Et vous avez certainement, pour les uns ou pour les autres, entendu parler le chercheur Yuval Hariri, qui a dit « Celui qui contrôle les données est celui qui représente le vrai gouvernement », sans parler, mais je n'ai pas le temps de développer, le fait que ces technologies de l'exponentiel veulent s'affranchir de tout débat politique en considérant qu'elles ont les solutions sur un certain nombre de domaines que sont le logement, l'éducation, la santé, etc. Alors, ça, c'est la version dressée rapidement de l'économie collaborative, mais il y a eu une riposte. La riposte est née d'abord aux États-Unis par des chercheurs, notamment l'un des premiers sans doute, Evgeny Morozov, qui a mis à jour, si vous voulez, la prise d'otage collective dont nous étions les uns et les autres l'objet, prise d'otage de Wall Street et de la Silicon Valley, de la camisole numérique de la Silicon Valley, qui pour Evgeny Morozov défend une vision idéologique du webcentrisme avec une fétichisation de la technologie. Et pourtant, la technologie, c'est une composante de la société, mais elle ne fait pas société. Penser l'inverse, c'est à ce moment-là imaginer que le progrès ne serait plus dans l'homme. Un certain nombre d'initiatives ont été prises, je n'ai pas le temps de développer. Probablement qu'un des précurseurs est un type qui s'appelle Neil Ferengau, qui a en fait imaginé une plateforme qui s'appelle Shareable. L'idée était simplement de revenir un peu à cette idée primitive de l'économie collaborative et du partage, et en disant que les villes pouvaient très bien, au fond, se saisir de ces plateformes pour à la fois protéger le bien commun et émettre des solutions communautaires. Ensuite, il y a eu un certain nombre de mouvements. Les pères du web eux-mêmes se sont inquiétés des positions dominantes des GAFA. Et il y a eu comme ça un mouvement qui s'est développé aux États-Unis qui a des réunions assez régulières qui s'appelle le Décentralisateur Web Summit et qui fait qu'en fait, ces pères du web et la nouvelle génération de développeurs informatiques sont en train de contester la manière dont cette économie collaborative se développe. Et surtout, et c'est là que j'en viens plus précisément à la question qui était posée, quelle est la réplique par rapport à ces modèles, quelle est la réplique coopérative possible? 2015 à New York, c'est le lancement d'un mouvement, le mouvement des plateformes coopératives qui a été lancé par 2 universitaires américains, Trevor Scholz et Nathan Schneider, et qui ont expliqué qu'au fond, il faudrait cloner le cœur algorithmique et technologique des plateformes capitalistes en le basant sur des valeurs coopératives. L'idée n'est pas de mettre un terme, ce qui serait absurde, à l'économie numérique, mais de contester
le capitalisme numérique qui s'est greffé sur ces entreprises. Alors, il reconnaît une difficulté qui est bien présente, c'est qu'au fond, et nos dirigeants politiques, malheureusement, ont épousé cette vision, c'est qu'il y a un récit fantasmé de l'innovation. Il y a une narration de l'innovation qui est faite à partir du modèle de la Silicon Valley. Et c'est très difficile de s'en dégager. En 2014, le président Hollande est allé aux États-Unis, il est allé dans la Silicon Valley, il a déjeuné avec les responsables de ces plateformes américaines, en les invitant à venir en France pour développer l'emploi, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même, et je ne parle pas de Macron, puisque vous savez son admiration pour les technologies, même s'il faudrait nuancer, parce qu'il a déclaré récemment lors de la Tech for the Good, qui a eu lieu à Paris au printemps dernier, que le modèle américain totalement dérégulé était un modèle qui n'avait pas d'effectivité pour lui et qu'il n'était pas question non plus d'épouser le modèle chinois et qu'il fallait développer un modèle européen. Mais comme vous le savez, de ce point de vue, l'Europe est un nain numérique et à mon avis, le train est passé. Voilà un peu le panorama, si vous voulez, des ripostes possibles, et des ripostes qui sont adossées à des valeurs et à des pratiques coopératives. Alors, le temps est compté, donc je vais donner simplement quelques exemples. Il reste 5 minutes, mon Dieu. Je vais donner quelques exemples de ripostes possibles. Il y a notamment, par exemple, l'Atelier Paysan, qui est une SIC, qui est une plateforme de création d'engins agricoles en open source. Il y a, par exemple, la coopérative des communs, qui est à l'origine du premier réseau européen de plateformes coopératives numériques. Il y a aussi, et je trouve que c'est très important de le signaler, la coopérative CopVenture en Rhône-Alpes, qui est une plateforme participative pour créer des startups coopératives, puisque dans l'idée, à partir du moment où vous avez l'idée qu'une entreprise de cette sorte est vue avec l'angle financier, forcément, vous êtes obligé d'aller rechercher du capital risque, mais les capital risqueurs vont exiger une clause de liquidité de manière à revendre l'entreprise le plus rapidement possible pour qu'ils financent leur prise de risque. Puisqu'il reste 3 minutes, je voudrais signaler aussi, parce que ça me paraît absolument essentiel, c'est qu'en même temps, il y a aujourd'hui une nouvelle technologie, et probablement ça pourra faire l'objet du débat, ou tout au moins des questions que vous serez amenés à poser, qui est la technologie de la blockchain, on le développera tout à l'heure, et qui peut, là, en revanche, totalement remettre en cause ce modèle centralisé, puisque le mot-clé et le paradigme totalement différent, c'est la décentralisation et la désintermédiation. Pour faire rapide, par exemple, on peut imaginer à partir de la blockchain l'idée que de pair à pair, on va se louer un appartement sans avoir Airbnb. On peut imaginer aussi un certain nombre de collaborations entre travailleurs indépendants, régis par des smart contracts, les smart contracts étant en fait la codification d'accords contractuels qui sont transposés au sein d'un logiciel et qui permettent justement des collaborations entre différentes personnes. Donc il y a une foultitude d'applications possibles qui peuvent intéresser le mouvement coopératif, et ça on aura peut-être l'occasion d'en parler. En tous les cas, ce qui est certain, et c'est les deux derniers mots que je veux signaler, c'est que je me souviens qu'en 2006, je l'avais lu quelque part, Gerald Rieser était intervenu au 22e congrès de la recherche de l'ACI, et déjà en 2006, il avait interrogé la nécessité pour le mouvement coopératif mondial, et donc français, de reformuler une théorie coopérative qui s'impose d'autant plus face aux innovations contemporaines. Mais ce qui est certain, c'est que Michel Bowen, donc l'auteur du manifeste pour une véritable économie collaborative, pense que si on se dégage du modèle de captation des entreprises nétarchiques, il y aura la possibilité, précisément, de réinventer un modèle, alors probablement autour des coopératives, mais aussi des territoires, mais aussi des villes, comme Barcelone, qui a une expérience tout à fait innovante dans le domaine numérique. Et c'est peut-être le motif d'espoir, la blockchain, de mettre un terme à cette économie centralisée et hyper financiarisée que sont aujourd'hui les plateformes capitalistes. Merci beaucoup, Laurent.
François, merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'intervenir ici et en particulier, bravo d'avoir choisi ces deux termes parce qu'il y a une actualité qui est extrêmement chaude, vous le savez sans doute, puisque aujourd'hui, l'entrepreneuriat social qui, grâce à la loi de 2014, fait partie officiellement de l'économie sociale et solidaire, au moins en France, considère aujourd'hui que les banques coopératives et les grandes coopératives agricoles ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a quand même une évolution extrêmement rapide qui se dessine aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas du tout imaginé un tel bouleversement. Si on avait défini l'économie sociale et solidaire au moment où naît l'économie sociale en France, ou renaît, on va dire, l'économie sociale en France dans les années 1970, probablement on aurait mis dans l'économie sociale et solidaire les syndicats. Ça faisait partie du panorama. Si on l'avait fait en 2000, au moment où émerge sur la scène politique l'économie solidaire, on aurait parlé d'économie solidaire en alliant les deux composantes, économie sociale et économie solidaire. Et aujourd'hui, on a inclus un troisième partenaire, peut-on dire, qui est l'entrepreneuriat social et qui, visiblement, ne se satisfait pas de la composition, y compris légale, de la définition, y compris légale, de l'économie sociale et solidaire en France. Donc, vous voyez, donc, ça va très vite. On est face à des interrogations majeures sur les frontières de l'économie sociale et solidaire. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Il semble qu'on ne sait plus très bien, quoi. Selon il y a aujourd'hui des enseignants universitaires qui ne font pas la différence entre le Crédit Mutuel et BNP Paribas, par exemple, du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Objectivement, qui n'en font pas. Voilà, donc ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin dans la définition. Quand je parle d'entrepreneuriat social, je ne vais pas parler je dis tout de suite de quoi je ne parle pas. Je ne parle pas de l'entreprise sociale telle qu'elle a été définie par le groupe MS, Émergence de l'entreprise sociale, autour des travaux de Jacques de Fourny à Liège. Je parle de l'entrepreneuriat social tel qu'il est représenté dans le MOVES et qu'il est apparu après les années 2005-2010 en France. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vais revenir sur les choses très très basiques. Hein, mon exposé est beaucoup moins, actualisé que celui de Laurent, mais je crois qu'on est face à vraiment la nécessité de faire des choix. Et comment va-t-on les faire ? Je crois que c'est vraiment une question à laquelle on doit répondre rapidement. Je crois que dans un premier temps, quand le terme d'économie sociale est réapparu, autour d'Henri Desroches essentiellement, on est parti des groupements de personnes. L'économie sociale, c'est les coopératives, les mutuelles, les associations, mais le modèle qui donne corps, c'est le modèle coopératif. Hein, c'est le groupement de personnes, ce sont les principes de l'ACI qui sont élargis en quelque sorte à la définition d'économie sociale. L'économie sociale, ce sont des entreprises qui sont détenues par des groupements de personnes qui respectent les valeurs d'engagement volontaire, de solidarité entre les membres et d'égalité des voix. Et on ajoute souvent l'autonomie de gestion, parce que c'est une condition de la liberté. Dans les années 2000, l'économie solidaire naît bien avant les années 2000, mais on va dire qu'elle est reconnue politiquement avec la création du secrétariat d'État, donc fin des années 90, début des années 2000. On a une définition sensiblement différente et qui s'appuie plus sur le fait associatif et sur l'activité de l'insertion par l'économique. Donc là, on est plus sur, non pas sur la manière de faire, mais sur la finalité, une finalité plus sociale, et on est moins sur la représentation d'intérêts collectifs des membres et plutôt sur une poursuite de l'intérêt général. Hein, évidemment, on a au passage une critique de grandes structures de l'économie sociale qui se réfèrent à des valeurs mais qui ne les respectent pas. Hein. Et puis, on va dire, l'entrepreneuriat social. Alors, le trait commun quand même entre l'économie sociale et l'économie solidaire, c'est que ces deux mouvements ont à peu près la même sociologie. C'est les classes moyennes européennes qui s'investissent dans un autre type d'entreprise.
Hein, on n'a pas. Alors, il y a des questions générationnelles, il y a des questions de culture, de métier, il y a tout ça, mais on est quand même dans une sociologie assez proche. L'entrepreneuriat social a une toute autre histoire. Et pour la comprendre, il faut aussi traverser l'Atlantique et aller sur la côte ouest, puisque elle est extrêmement liée à l'essor du capitalisme financier. En fait, il faut repartir des années des 30 Glorieuses d'abord, où des classes moyennes américaines se constituent, investissent dans des fonds de pension, qui ensuite placent leur argent à la bourse et qui deviennent les investisseurs majoritaires par rapport aux anciens détenteurs de capitaux de la côte Est, à peu près dans les années 70. Et ceux qui réalisent les placements sont des jeunes qui ont été formés souvent en droit ou dans les écoles de commerce, et le but, c'est le placement le plus rentable possible. Et ils agissent, ils font pression sur la commission de régulation des changes à la bourse à Wall Street, de telle sorte à libéraliser les échanges, je n'irai pas sur ce terrain-là que je ne connais pas, les échanges boursiers. Ce qu'ils réussissent à faire en 1975. À partir de ce moment-là, on a des nouvelles techniques de financiarisation qui se mettent en place et un accroissement très très important des inégalités de revenus, en particulier grâce à l'explosion de l'économie financière. Et donc une nouvelle classe de milliardaires qui apparaît, qu'on peut comparer à celle qui s'était constituée à la fin du XIXe siècle autour de l'activité pétrolière aux États-Unis, c'est-à-dire les anciens milliardaires qui ensuite ont créé les grandes fondations qui ont financé les musées, etc., ou les écoles et les hôpitaux. Et donc ces nouveaux milliardaires créent des fondations et se mettent vraiment en concurrence avec les fondations historiques de leur grand-père, en quelque sorte, en disant nous allons faire des fondations, mais nous allons faire des fondations en reconduisant les pratiques qui nous ont permis d'être les premiers sur le plan économique à travers l'activité financière. Donc, en gros, c'est dire on est les meilleurs dans la finance, on va vous prouver qu'on est les meilleurs aussi, qu'on peut être les meilleurs dans le social. Et donc, le social devient un objet de business. Ça, c'est vraiment la venture philanthropie, la philanthropie à risque qui se constitue donc à la fin des années 90, début des années 2000, a pour objectif de remettre l'argent des fondations dans les circuits économiques. Mais évidemment, comme vous le savez, les fondations ne peuvent pas le faire elles-mêmes, et donc elles accompagnent des entreprises dont la finalité va être sociale ou environnementale. Et c'est l'entrepreneuriat social. Donc l'entrepreneuriat social, c'est au départ une invention des grandes fondations qui investissent dans la venture philanthropie, dont Ashoka en particulier, c'est lui qui théorise, et qui réutilise les techniques de l'activité financière dans le placement financier dans les entreprises sociales. Voilà. Et donc, ce mouvement se développe absolument dans tous les pays simultanément. La French American Foundation paye des voyages, en particulier à des leaders de l'économie sociale et solidaire française, des leaders coopératifs en particulier français en 2009-2010, pour qu'ils découvrent outre-Atlantique la force de la venture philanthropie. Et certains d'entre eux vont venir missionner pour accompagner le développement de la venture philanthropie et de l'entrepreneuriat social en France. Et on a des fondations qui interviennent de façon, certains d'entre vous le savent sans doute, si elles ont affaire à ces fondations, qui interviennent de façon tout à fait différente des anciennes fondations, puisqu'elles interviennent en général au niveau de la gestion. Et c'est ça un des points essentiels, c'est le fait que l'entrepreneuriat social est à la fois adossé aux fondations des multinationales quand elles ne sont pas adossées directement aux multinationales. Et ces pratiques vont être ensuite théorisées dans des appels de recherche dans les laboratoires des grandes écoles américaines qui sont financées par les mêmes.
Donc, ils vont se donner des cautions, les cautions bourgeoises de la science, si je puis dire ainsi. Donc, ça va devenir les termes des techniques financières vont devenir plus nobles à partir du moment où ils sont, reconnus scientifiquement, entre guillemets. Et ça va ensuite se diffuser en France à travers les programmes des écoles de commerce qui vont créer des chaires d'entrepreneuriat social qu'ils assimilent à l'économie sociale. C'est peut-être un peu particulier en France parce que, comme vous le savez, les associations, en particulier les associations de la loi de 1901, sont l'acteur majeur dans l'activité sociale. Et donc, c'est finalement le marché à conquérir, avec un discours tout à fait rodé sur des associations qui ne sauraient pas gérer et qu'on va aider dans la gestion. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de prise en tenaille, entre guillemets, entre les petites associations qui ne savent pas gérer et les grandes coopératives qui ont trahi leurs valeurs. Donc, et l'entrepreneuriat social est le chevalier blanc, d'une certaine façon, qui vient pour à la fois reprendre les valeurs, les grandes valeurs de service social et environnemental, servir l'intérêt général, etc., tout en restant à l'abri des tentatives de croissance, même s'il faut changer d'échelle. Mais le point important, c'est qu'elles soient adossées, parce qu'en général, elles sont adossées aux grandes sociétés. Et l'autre point essentiel, c'est que c'est le microcrédit, c'est l'investissement dans le microcrédit est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que il y a derrière, ça a été théorisé, c'est enseigné dans les grandes écoles de commerce, certains d'entre vous le connaissent sans doute, c'est le BOP, la fortune est à la base de la pyramide, bottom of the pyramid. On sait qu'aujourd'hui, la population mondiale constitue une pyramide extrêmement effilée dans ses pointes, de 7 milliards d'habitants. Les multinationales font à peu près 80% de leur chiffre d'affaires auprès de moins d'1 milliard d'habitants, qui ont à peu près tous les services, tous les produits qui sont nécessaires. Par contre, il y a 4 milliards d'habitants sur Terre qui n'accèdent pas aux produits de grande consommation des multinationales. Et ils ne sont pas solvables, mais avec le microcrédit, on peut les aider. Et comme il y a des milliards qui sont tirés des profits et qui sont réinvestis dans les fondations, le but est de donner accès aux pauvres aux produits de consommation des multinationales. Donc moi, j'ai vu ça au Kyrgyzstan lors d'une mission que j'ai réalisée au Kyrgyzstan pour le gouvernement kirghize, où c'était absolument remarquable. C'est-à-dire, il y a eu un ouvrage qui est paru là-dessus qui s'appelle « On a mangé nos moutons », quelque chose comme ça. C'est un anthropologue français de l'EHESS qui décrit la situation au Kyrgyzstan et où il observe les associations dites de démocratisation et les start-up qui naissent, qui sont les nez d'entrée, en fait, je pourrais dire, des défricheurs des multinationales. Alors après, il y a les Russes qui sont là pour exploiter les mines, les Chinois qui font le commerce de détail et l'Arabie Saoudite qui plante des mosquées dans le sud du pays. Donc le gouvernement se dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces quatre forces ? Les multinationales, les Russes qui détiennent le sous-sol, les Chinois qui font le commerce et l'Arabie Saoudite qui avance par le biais des mosquées, eh bien, on va essayer de s'appuyer sur les coopératives. Vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est, d'une certaine façon, on avait à partir de ce petit pays un résumé de la situation des forces en fait, qui se confrontent sur tous les territoires à peu près. Voilà. Donc, quand aujourd'hui on entend, je provoque un petit peu en parlant de cette façon-là de l'entrepreneuriat social, mais évidemment on est là pour discuter, échanger des idées. Quand on entend aujourd'hui l'entrepreneuriat social faire une critique qui peut être, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, des banques coopératives ou des coopératives agricoles sur, par exemple, les inégalités de salaire ou la perte de finalité sociale, on peut l'entendre, mais on peut se demander à ce moment-là pourquoi, enfin, on peut retourner l'argument, quoi. À quel écosystème, tu parlais d'écosystème tout à l'heure, à quel écosystème appartient l'entrepreneuriat social ? À quelle banque s'adosse-t-elle ?
ça d'hostile. Voilà. Donc, je crois qu'il faut... Alors, encore une fois, là, ce que je décris, c'est le mouvement de l'entrepreneuriat social. Il est bien évident qu'après, quand il arrive dans un pays comme la France et qu'il est approprié par des acteurs et des militants sociaux, il peut se transformer. Mais je parle d'un modèle qui est le modèle mondial qui est en train de se développer aujourd'hui. Donc, vous voyez, moi, je ne considère pas que l'entrepreneuriat social, c'est un tout petit mouvement. Ce qu'il est en France économiquement, le MOVES, ce n'est pas grand-chose en termes de nombre de membres et de chiffre d'affaires, mais c'est politiquement et idéologiquement, c'est un mouvement extrêmement puissant puisque c'est le renouveau du capitalisme. Pour moi, c'est le renouveau du capitalisme, ni plus ni moins. C'est-à-dire ce triptyque multinational, fondation, entrepreneurs sociaux. Donc voilà, donc on peut en discuter, bien sûr. Et alors, aujourd'hui, en préparant un petit peu avec François, on a évoqué aussi l'entreprise libérée, voilà, qui est un modèle extrêmement... dont on parle beaucoup, en particulier dans les scopes, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai eu quelques échanges qui m'ont permis de constater que c'était un modèle qui portait. Et donc, j'ai un peu bouquiné les ouvrages fondamentaux sur la question. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Isaac Getz, en particulier, pour définir l'entreprise libérée, il a visité les coopératives. Et en particulier les coopératives parmi les plus innovantes et les plus radicales des scopes en France, qu'il ne mentionne jamais, qu'il ne dit pas. Évidemment, ensuite, dans la façon dont il présente les choses, il y a une transformation des innovations coopératives qu'il a piochées, puisque finalement, on revient toujours sur ce qui est le propre aussi de ce courant politique de l'entrepreneuriat social, qui est l'individu, la centration sur l'individu. Donc, on est autour d'un patron qui a une vision, vision à laquelle le personnel adhère. Voilà, on est toujours sur la mise en avant de l'individu et non pas sur la mise en avant de collectifs. Je vais terminer peut-être sur ce point-là en disant, moi, ce qui me semble poser problème aujourd'hui dans les relations entre l'entrepreneuriat social et les familles historiques de l'économie sociale, c'est le rapport entre individu et collectif, c'est-à-dire que l'économie sociale, elle se fonde sur les groupements de personnes, donc on n'utilise pas le terme d'individu déjà, parce que l'individu s'oppose au collectif par définition, alors que la personne est membre d'un collectif, c'est une définition, une représentation tout à fait différente de l'identité personnelle. Du coup, si on fait confiance dans des individus qui sont... on revient à Taylor, en fait. Hein, c'est exactement ce que disait Taylor dans les principes du scientific management. Il décrivait les qualités de l'individu, du leader, etc. On retrouve même les mêmes qualités. Donc c'est très, très intéressant. Et donc, on ne pose pas la question de la démocratie. On ne pose jamais la question de la démocratie, et c'est très difficile de discuter avec des entrepreneurs sociaux de cette question de la démocratie, parce qu'en fait, la réponse c'est je suis adoubé, en fait, il n'y a pas de problème, donc en tant que patron, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de raison de poser la question de la démocratie. Et puis, donc ça c'est le premier point, c'est la centration sur l'individu, et le deuxième point c'est la centration sur l'entreprise. Et là je crois que le mouvement coopératif et toute l'économie sociale doit réfléchir à cette question-là de façon très approfondie. Parce qu'on est dans un temps, en particulier en France, où on est centré exclusivement sur l'entreprise, y compris dans les COP, y compris dans les SCOP. Et quand on est sur l'entreprise, et dans une fédération, on est sur une fédération d'entreprises. On commence à poser les questions de l'intercoopération, quand même un des 7 principes coopératifs, mais très peu, on a beaucoup de mal. C'est une question ancienne. Albert Thomas en parlait déjà, a fait un rapport à la CI en 1921 sur l'intercoopération, mais on n'a jamais vraiment réussi à la mettre en œuvre. On continue d'avoir des orgueils d'entreprise. Et je pense qu'il est essentiel de dépasser la question de l'entreprise pour parler de la régulation entre les entreprises. Et il y a un mouvement coopératif qu'il avait fait, c'était les coopératives de consommateurs, qui avaient une ambition qui était de ne pas s'adresser uniquement à ses membres, qui étaient le consommateur, mais qui disait les consommateurs représentent l'intérêt général, et donc par le biais de nos membres, on va aller vers l'intérêt général, 7e principe de la CI, qui est en question aujourd'hui, sur lequel on discute beaucoup entre les différentes ACI régionales. Donc, je crois que, en particulier les coopératives françaises,
du fait d'une faiblesse incroyable des fédérations coopératives par rapport aux entreprises. Le mouvement coopératif français est centré sur c'est d'abord ses formes propres. En fait, il y a 16 fédérations coopératives en France, à ma connaissance. Et en général, si on est dans les SCOP, on ne parle que des SCOP. Et si on est dans les CUMA, on ne parle que des CUMA, etc. Donc on a besoin absolument de sortir de l'entreprise et de son type de coopérative et d'envisager les régulations entre les modes coopératifs. Et finalement, de s'adresser à la société dans son ensemble. Je crois que l'entrepreneuriat social, c'est ce qu'il fait. Il a cet immense mérite de dire, en fait, nous, on s'adresse à tout le monde. Alors évidemment, c'est plein d'ambiguïtés, parce qu'en prétendant servir l'intérêt général en lieu et place des États, ce que font les fondations des multinationales, voilà, on est vers un libéralisme qui disons, ne masque pas de pouvoir remplacer les États. On en est là, quoi, hein. Donc, mais on peut dire les choses tout à fait différentes dans le mouvement coopératif. On peut rechercher comment servir l'intérêt collectif des membres peut également servir l'intérêt général. C'est Jacques Moreau qui parlait d'une économie sociale sans rivage et qui disait que l'économie sociale devait s'adresser à l'ensemble de la société. Je crois que c'est ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à aujourd'hui et qui est un des chantiers essentiels pour demain. Merci. Il nous reste 20 bonnes minutes pour débattre ensemble. Donc, moi, je vais juste dire 2 mots et je propose que les participants, participantes qui sont dans la salle puissent intervenir, faire des remarques, poser des questions. Et je dis bien qu'il ne s'agit pas que de poser des questions. On n'est pas dans ce contexte-là, hein. Chacun peut avoir des questions et des réponses. On est dans une démarche coopérative, ça en fait partie. Moi, ce que je tenais à souligner, c'est 2 choses quand même à l'issue de cette discussion-là, pour qu'on n'ait pas l'impression que le débat flotte. C'est que d'une part, on revient à des fondamentaux dans les 2 interventions qu'on a eues sur l'articulation nécessaire entre, alors, ce que l'un aura appelé la manière de faire, l'autre la démocratie, l'autre la place de qui décide de quoi. Donc, grosso modo, ça fait partie des principes coopératifs. Et d'autre part, de la finalité de la production. Et que cette articulation est centrale dans notre démarche en tant que SCOP. C'est-à-dire qu'on est dans une articulation entre les 2. Et que d'un côté comme de l'autre, dans les projets qui ont été développés, eh bien, on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, mais enfin plutôt quand même d'un côté, c'est-à-dire qu'on s'intéresser aujourd'hui à la finalité sans s'intéresser à la manière de faire est effectivement un phénomène de société qui est important et qu'avec la financiarisation, eh bien, ça devient un petit peu caricatural. Donc je pense que c'est ce que j'en ressors très rapidement comme ça pour aller vite. Et puis, une toute petite remarque suite à la conclusion de Jean-François, mais on en avait parlé en aparté, c'est que quand même, dans l'articulation justement entre l'intérêt général des parties prenantes au sens large, on a fait quand même une petite avancée, non sans difficulté, non sans interrogation, c'est les SIC. C'est-à-dire que quand même, on a quelque peu bougé ces dernières années, puisque les parties prenantes, que ce soit les usagers, les salariés, les partenaires des territoires, etc., sont... Alors que moi, je ne suis pas dirigeant d'une SIC, donc c'est entre dirigeants de SCOP très classique que j'en parle, même si je m'intéresse de très très près à ces démarches-là. Donc je pense que là, il y a quand même une avancée dans le mouvement des SCOP et des SIC qui est une expérimentation qui me paraît fondamentale. Alors maintenant, je souhaiterais peut-être donner la parole à qui le souhaite, en sachant qu'il nous reste, 18 minutes à peu près. Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle où il faut... Oui, il y a des micros dans la salle, donc ça y est. Alors, qui veut prendre... Marie-Geneviève Lantaigne. Vous vous présentez, présentez-vous, mais pour ceux qui ont besoin de se présenter, présentez-vous. Marie-Geneviève Lantaigne prend la parole. Tu vas avoir un micro. Il va y avoir un micro. Il arrive. Merci. Marie-Geneviève Lantaigne, anciennement dans la SCOP EMI-CFD et aujourd'hui en train de créer une SIC. Mais bon,
c'était pas ça le sujet. En fait, moi, c'est dans l'intervention de Laurent, il y a quand même un truc que j'arrive pas à comprendre sur sur ce que tu as dit sur les Uber et compagnie, c'est c'est la notion d'argent. Comment est-il possible que cette société se développe si elle est déficitaire? Enfin, nous, on aimerait bien savoir comment on fait quand on est en difficulté économique. Parce que, alors, c'est subventionné soit par Goldman Sachs, soit par l'Arabie Saoudite, c'est ça. Mais alors, deuxième partie de la question, c'est pourquoi Goldman Sachs fait ça? Enfin, alors je me souviens de l'affaire Madoff, de ne pas revendre tout le temps des trucs pourris à des gens qui y croient, mais l'Arabie Saoudite, est-ce que... Enfin, bon, voilà, il y a un élément qui m'échappe, et parce que dans toute la suite du débat avec Jean-François Drapry, on a parlé de l'articulation, enfin, on a vu les questions de démocratie, mais finalement, l'argent et la répartition de l'argent, j'ai l'impression qu'on l'a un peu zappé, et du coup, je trouve que ça manque un petit peu aussi dans nos définitions. Une autre intervention? On va peut-être en prendre 2 ou 3, et puis après... et ensuite... Oui? Sinon, on va répondre. Yves Forestier, ancien vice-président de l'Union régionale. Par rapport à l'intervention de Jean-François Drapry, je me pose une question depuis très longtemps sur cet entrepreneuriat social en me demandant quelle est l'influence que peuvent avoir les sectes religieuses dans ce domaine-là. Parce qu'il me semble que, aussi bien du côté des évangélistes américains que des wahhabistes saoudiens, il me semble qu'il y a une intervention de la pensée religieuse dans ce modèle. Et est-ce que la dérive ultime, ce ne serait pas la renaissance de l'Inquisition? Là, c'est du lourd. Alors, pour répondre à la question qui a été posée sur Uber, oui, c'est une entreprise qui travaille à perte. Oui, c'est une entreprise qui n'a sa survie que parce qu'elle a des investisseurs à la hauteur de Goldman Sachs ou du fonds souverain saoudien. Quand on parle d'investissement, le fonds saoudien a mis 3 milliards de dollars sur Uber. Donc ce n'est pas des investissements, des petits investissements. La question, c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un modèle d'affaires complètement différent, qui bouscule toutes les normes comptables et qui est d'une nature complètement différente. C'est-à-dire qu'au fond, ces plateformes capitalistes, il faut appeler un chat, on peut se dire qu'en fait, la problématique, c'est pas d'être les plus performantes ou les plus rentables, c'est de pouvoir supporter les pertes le plus longtemps possible. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, c'est quand même... Il y a des pays qui ont résisté. Hein. Uber a essayé de s'implanter en Chine. Le gouvernement chinois a décidé que, de toute façon, une entreprise qui était à perte ne pouvait pas exercer son activité. En Corée, par exemple, Uber n'a pas pu s'implanter. Il y a une réflexion politique qui est notamment née du précurseur que je citais tout à l'heure, qui est Neil Gorenflo, qui avait monté, si vous voulez, une conférence à San Francisco en 2011 qui s'appelait Share et qui est à l'origine d'un réseau, d'une alliance des villes de partage. Et c'est notamment dans ces travaux, à partir du moment où on pense que les communes ou que les régions peuvent avoir directement une action sur ces plateformes pour servir le bien commun et protéger et avoir des solutions communautaires, c'est ce qui s'est passé en Corée. C'est-à-dire qu'en Corée, les politiques et puis un certain nombre d'acteurs économiques se sont posé la question, qui n'est pas si bête, pourquoi une multinationale américaine de la Silicon Valley viendrait gérer les transports de villes comme Séoul? Ils ont donc, avec un opérateur d'Internet, décidé de lancer une application qui était ouverte seulement aux taxis. Et ça fonctionne très bien, ils n'ont pas eu besoin d'Uber. Quand on a vu Uber débouler en France, il se trouve que... moi, je finissais un bouquin sur une histoire coopérative du taxi parisien. Et c'était l'époque de la fameuse commission sur la croissance où Attali était le président et Macron était le secrétaire général. Et je ne sais pas pourquoi ils ont pris bille en tête les taxis. Et ils commencent à expliquer qu'en fait, ça n'allait pas du tout, qu'il fallait changer. Comme par hasard, il y a eu la loi sur l'auto-entrepreneuriat en 2008. Et comme par hasard aussi, il y a eu la loi
de modernisation du tourisme avec le VTC. Donc il y avait en même temps une espèce de, ce que je disais tout à l'heure, de fascination des élites françaises dont il faudra un jour se poser la question pour ce modèle de la Silicon Valley. Et quand Uber est arrivé, c'était d'une agréable... Moi, je l'ai vécu, et forcément aux côtés des gens de la coopérative, d'Alpha Taxi, enfin du GIEG Scope. C'était d'une brutalité absolument incroyable. Mais personne ne disait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à l'époque, un politique, un journaliste pour dire bon, bah, très bien, c'est l'innovation, mais quand même, ça pose des questions sur le modèle économique, etc. C'était formidable. Voilà. Moi, je me souviens qu'en 2015, je sors mon livre Uber, la prédation bande organisée, pour dire on va peut-être aller regarder quand même ce qui se passe, parce que c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est la précarité, c'est le lobbying, c'est le fait que ces entreprises utilisent les leviers d'optimisation fiscale. C'est le fait aussi que si vous aviez à l'époque un problème avec Uber, il fallait porter plainte au tribunal d'Amsterdam. Bon, l'UFC Que Choisir avait montré qu'il y avait 22 clauses illicites dans les contrats Uber, notamment installer des cookies sur les logiciels, enfin sur les ordinateurs de ces utilisateurs sans les prévenir. Bref. Bon. Donc si vous voulez, il y a ça, il y a ces deux aspects. Il y a un aspect extrêmement invasif, mais en même temps avec une réponse européenne qui est proche du néant, alors qu'il y avait quand même des solutions, on pourrait en parler. Il y avait eu l'embryon d'une réponse à la fois française et européenne à un plan de développement de l'informatique qui a été laminé par Giscard d'Estaing quand il a été élu. Ça s'appelait le plan calcul, avec l'idée déjà de créer une alliance européenne avec des grands opérateurs qui pouvaient être Philips, Siemens et la C2I en France, et qui avait pour ambition d'être l'équivalent d'Airbus dans l'aéronautique. Donc si on avait fait ça, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bon. Donc j'espère que j'ai répondu à la question en terminant pour dire quoi ? En terminant que de toute façon, le but n'est pas le profit. Comment dire ? Amazon n'a pas fait des profits tout de suite. Ça a été très long. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, à partir du moment où des fonds d'investissement investissent sur une entreprise, c'est qu'ils y croient, parce qu'il y a aussi la capacité de ces entreprises, de ces plateformes, à pivoter, c'est ce qu'on appelle le pivotage, c'est-à-dire si telle activité ne marche pas, je peux développer une autre activité. C'est ce que fait Uber et ce que continue de faire Uber, en disant de toute façon, l'objectif c'est d'avoir une position dominante, donc d'écraser, de tuer toute concurrence, et à partir de là, on sera évidemment encore plus rentable que ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment un modèle de guerre économique. Quand Travis Kalanick décide de la première forme d'internationalisation d'Uber, c'est la France. Il a observé, il a vu que l'auto-entrepreneuriat, les VTC, et puis de toute façon les avocats de ces entreprises adorent les zones grises du droit. En plus, les réponses juridiques sont toujours plus lentes que l'implantation de ces entreprises. Il a dit de toute façon, je mène une guerre contre des connards qui s'appellent les taxis. C'était ça, c'est ces mots, j'invente rien. Bon. Donc vous voyez que ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que dans la contestation de ce modèle hyper financiarisé, il y a l'idée, et c'est ça que je retiens, moi, je trouve que le plus intéressant, c'est que ceux qui ont pensé les premiers à une réplique possible, à d'autres manières de penser, et comment on sort de ce modèle-là, c'est le modèle coopératif et les valeurs coopératives qui ont été mises en avant. Alors après, il faut s'en saisir. Bon, on n'a pas le temps, parce que là, il nous reste très très peu de temps, mais il faudrait quand même pouvoir dire quelques mots sur la blockchain, qui est vraiment la révolution qui arrive. Il y a eu l'Assemblée nationale a une mission parlementaire, il y a un président, il y a eu déjà des forums sur la blockchain. Comme vous le savez peut-être, l'Estonie est vraiment le pays où ça s'est développé d'une manière considérable. Donc ça ouvre une nouvelle perspective, c'est comme un retour, si vous voulez, à l'idée que c'est les pairs, c'est les gens qui vont s'organiser eux-mêmes sans ces intermédiaires que sont les banques, que sont un certain nombre d'acteurs, Uber, Airbnb. Et donc là, il y a peut-être... Alors c'est toujours pareil, c'est comme la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Il peut aussi y avoir l'idée d'un marché universel avec des individus atomisés. Mais je pense qu'il y a aussi l'espoir, parce que les coopératives peuvent se saisir de cette question. Je sais aussi qu'il y a des chercheurs qui sont intéressés, qui attendent des réponses coopératives, qui sont prêts à travailler avec le mouvement. Donc il y a peut-être là de nouveaux territoires d'innovation à explorer.
Merci beaucoup. Tu veux répondre là, sur les sectes, notamment sur les financeurs et autres? Oui, je ne vais pas répondre à cette question parce que j'ai pas d'éléments là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que l'adhésion, ou lorsqu'on est adoubé dans un réseau comme Ashoka par exemple, eh bien on est adoubé à vie. Et donc on est dans une dimension religieuse là, ou quasiment religieuse, et que alors j'ai eu une toute petite expérience, c'est une élève que j'ai eue au CNAM dont le projet a été repéré par Ashoka et qui a souhaité l'intégrer, et donc elle a dû remplir un dossier. Et on a dû l'accompagner pour remplir le dossier parce qu'effectivement, plusieurs se sont dit mais on dirait qu'on rentre dans une secte. Il y a eu tellement le dossier était complexe et personnel, tellement il y avait d'éléments personnels qui étaient demandés à la personne, quoi. Donc j'ai vraiment pas d'éléments. Simplement, c'est vrai que vous allez me corriger parce qu'il y a certainement des personnes qui sont au MOVES ici, mais il me semble qu'au MOVES, ce sont les personnes physiques qui sont membres, même si ce sont les coopératives qui payent souvent l'adhésion ou en tout cas la société. Non, puisque ce n'est pas au prorata du chiffre d'affaires. Il n'y a pas. Donc voilà, donc il y a ce genre de fixation quoi, qui est quand même... voilà, en tout cas, c'est une question intéressante, à coup sûr. À coup sûr, il y a je ne sais pas s'il y a une pénétration véritablement de la part d'agents, en fait, hein, je n'irai pas jusque-là, mais il y a sûrement des analogies, des racines communes qu'on pourrait trouver. Je pense effectivement que c'est intéressant. On peut prendre encore une ou deux questions si vous le souhaitez, parce qu'on va être amené à conclure, là. Donc, s'il y a une ou deux personnes... Oui. Le micro peut-il arriver? Oui. Bonjour. J'ai un micro. Oui, présentez-vous. Donc, Fanélie Carré-Comte, je travaille pour Enercop, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable sous statut coopératif et plus précisément sous statut de SIC. Et moi, je voulais faire une réflexion pour faire un lien, en fait, entre le sujet de ce débat qui est la réaffirmation du modèle coopératif et un sujet, je crois, d'actualité qui nous importe évidemment beaucoup chez Enercop, mais je crois plus largement pour l'ensemble de la société, qui est celui de la transition énergétique et donc de l'urgence de cette transition énergétique. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois profondément que les principes en fait, du modèle coopératif sont les principes dont on a besoin pour réussir cette transition énergétique. Pour réussir la transition énergétique, on a besoin de temps long et pas de court-termisme. On a besoin de démocratie, notamment pour faire le contrepoids face à la puissance des lobbies. On a besoin d'un modèle économique qui est réorienté, pas simplement, en tout cas plus du tout, à la seule fin de la croissance à tout prix, mais plutôt en fonction, enfin, en lien avec une lucrativité limitée. Donc on a besoin de cette réorientation par rapport au dogme absolu de la croissance. Et donc je crois que ces éléments-là sont bien ceux qui sont portés par le modèle coopératif et évidemment pas du tout par les plateformes capitalistes de l'économie collaborative ou par le social business tel que ça a été décrit par les deux intervenants, Jean-François et Laurent. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est important d'amener ces éléments-là aussi comme des arguments, parce que je crois que si on est aussi réunis ici, c'est pour que nos coopératives portent ensemble ce message de la réaffirmation du modèle coopératif, c'est pour que l'Union régionale des SCOP et la CGSCOP portent ce message de la réaffirmation du modèle coopératif. Et donc je crois que ce lien avec la réussite de la transition énergétique est un très bel argument pour porter ce nécessaire renforcement du modèle coopératif. Merci beaucoup. Et s'il y a besoin d'un micro, si vous pouvez... Là devant, s'il vous plaît. Oui, sinon il y a moi aussi. Oui, alors bon, voilà, ça y est, c'est bon. Encore deux interventions, c'est bon. Bonjour, je suis monsieur Xavier Morera, je suis cofondateur et co-gérant du groupe coopératif Agapi. On gère et on crée des établissements d'accueil de jeunes enfants. C'était vraiment cette notion d'urgence en fait que je voulais mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend parler, les dérèglements climatiques et autres événements qu'on voit au quotidien, peut-être pas forcément en France, à Paris, mais surtout dans le monde entier, et même des guerres qui sont causées par des réchauffements climatiques comme en Syrie et autres, l'idée, c'est, on est très fiers de participer à ce mouvement-là, mais l'idée, c'est de savoir que, en fait, John Stuart Mills, que peut-être M. Lannes n'a peut-être pas évoqué, mais qui était un des précurseurs du mouvement associatif dans les années 1900, ou qui avait
préconisé, à l'instar d'un capitalisme sauvage, de pouvoir orienter la vision sociale et la gestion démocratique des entreprises. Et le choix a été fait. Donc on parle de ça d'il y a 2 siècles. Aujourd'hui, on n'a pas 2 siècles devant nous. L'idée, c'est de savoir comment on pourrait traiter tous ensemble cet envouement économique qui pourrait, je pense, nous résoudre beaucoup de soucis, soit politiques, sociaux, environnementaux. Voilà, la question, c'est de savoir quelle est l'urgence, qu'est-ce qu'on y met en face et quelles sont les possibilités, justement, qu'on puisse tous aller dans la même direction et donner une autre vision à nos futurs enfants. Voilà. Donc, Présentez-vous. ouais. Fatima Bellaredj, donc ancienne directrice d'Union régionale et nouvelle déléguée générale de la CGSCOP. Alors, dans les propos qui ont été évoqués, j'adhère à 200%, évidemment. Moi, la question que j'avais envie de poser, c'est comment on arrive à sortir d'une image, bon, j'y vais cash, hein, Président, poussiéreuse, c'est-à-dire que ce qu'on entend ici, c'est ce qu'on se dit entre convaincus très régulièrement. Et ce qui me gêne un peu dans ce qui est présenté, c'est qu'on arrive difficilement à se faire entendre. On a beaucoup entendu parler notamment du MOVES. Et j'espère très sincèrement qu'on arrivera en tout cas à se détacher de ça, parce qu'il y a l'économie sociale, il y a le MOVE, et puis si on élargit le cercle, il y a l'économie capitaliste et ultra-capitaliste, comme on l'a évoqué. Donc comment en tout cas, puisque pour aller un peu dans la continuité de ce qui a été dit, je crois qu'aujourd'hui on a besoin de travailler notamment sur des éléments de langage, réaffirmer le modèle coopératif pour montrer à quel point il peut être moderne, notamment dans la recherche de sens qu'on peut avoir dans la société. Et ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui dans l'économie sociale, que ce soit la définition de 2014 ou d'avant, c'est qu'on se retrouve entre nous à discuter de comment les autres, ils sont vraiment pas beaux. On nous renvoie beaucoup cette image, et sur le terrain, en tout cas sur le terrain de la région dans laquelle j'étais, soit on arrive à dialoguer, et on fait partie de l'économie, et nous sommes aujourd'hui, nos adhérents sont dans une économie qui est de plus en plus mondialisée. Donc comment nous faire entendre, comment faire entendre que le modèle coopératif est un modèle moderne, contrairement à l'image qu'on renvoie malgré toute la communication qu'on peut avoir et qui nous permet d'être un peu plus visible, mais on est quand même tout petit. Il y a une intervention. Jacques, jamais t'as mis un micro aussi. Le micro pour Jacques. Ben si, il sait sans micro, mais il le fera aussi avec micro. Merci, donc Jacques Landriot. Moi, je voudrais revenir sur l'entrepreneuriat social, parce que c'est un sujet d'actualité. Tu as bien fait d'en parler, parce qu'actuellement, il y a une très grande discussion dans l'économie sociale là-dessus. Discussion sur ESS France, vous savez, c'est la Chambre de l'économie sociale et solidaire qui a été créée par la loi Hamon de 2014. On s'est demandé d'ailleurs à quoi elle servait. Pour l'instant, je ne sais pas grand-chose. Donc on s'est dit avec quelques partenaires de l'économie sociale, notamment avec le MOVE, avec les CNCRES, avec au départ la mutualité haute, de dire on va peut-être faire un plaidoyer quand même intéressant sur l'économie sociale et de dire un peu ce que c'est et les valeurs qu'on doit défendre. Alors là, qu'est-ce qu'on n'avait pas touché? C'est-à-dire que plus personne ne se retrouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on avait fait un texte, il y avait un texte, il y a 3 textes pourtant. Et vous avez toute l'économie sociale qui est divisée. Et vous savez sur quoi? Je vais vous dire la raison. C'est parce que dans notre texte, nous avions mis que les salaires ne devaient pas excéder, l'écart des salaires ne devait pas excéder 25 fois le SMIC. C'est 450 000 euros. Dites-moi qui dans la salle gagne 450 000 euros, moi je serais content de le savoir. C'est ça en fait. On n'arrive pas à s'entendre là-dessus. On s'est dit quand même mettre des petites règles comme ça sympathiques pour dire, alors évidemment les banques mutualistes sont contre, évidemment on se heurte au problème des banques. La mutualité nous dit, ah ouais mais ouais, dans l'ensemble c'est pas mal, mais on a un petit problème, c'est que dernièrement on vient d'embaucher un directeur général qui vient de Generali et puis il gagne 500 000 euros. Ah ça c'est embêtant, c'est vrai. Voilà, donc il y a peut-être des petites règles à se mettre en place, des valeurs à défendre, et c'est un peu ce qu'on veut faire. Et puis c'est surtout, je me fous un peu des 25, c'est pas ça le sujet. C'est de dire l'économie sociale, il faut la bouger et faire en sorte qu'elle soit autre chose qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Enfin moi je suis un peu
exaspérant en ce moment entre ce qu'il y a de commun avec la Fédération du commerce associé et les mouvements SCOP. Dites-moi, c'est les magasins Leclerc, les grands opticiens, toutes les formes de commerçants associés, etc. Eux-mêmes m'ont dit l'autre jour, je ne sais pas ce qu'on fout, texto, hein, vous excusez du terme, ce qu'on fout dans l'économie sociale. Marquez, nous aussi, on se demande. Enfin bon, c'est... Alors, je ne suis pas un révolutionnaire du tout, croyez-moi, mais puisque, bon, j'aime bien être entrepreneur, c'est évident. C'est pour ça je pense l'entrepreneuriat social a eu au moins le mérite de lancer le débat. Et je crois que ce débat, il faut l'avoir. C'est aujourd'hui qu'il faut l'avoir. Parce que je pense que l'économie sociale a des choses à dire. Alors, on nous attaque de toutes parts, c'est vrai, les problèmes des SIC, après c'est le problème de ceci. Je pense qu'on va s'en sortir, parce qu'on a fait, merci à vous tous d'ailleurs, parce que tout le monde est intervenu sur ce sujet. C'était vraiment tout le mouvement dans son ensemble. Dans toutes les régions, on a fait remonter, on a gueulé vraiment très fort. Et je pense, alors ils nous ont dit, excusez-nous, c'est un bug informatique. Un amendement qui est passé à 5h du matin, c'est un bug informatique. Bon, moi je veux bien le croire, j'y crois pas du tout, bien sûr, mais l'avantage, c'est qu'ils ont dit que c'était un bug. Donc à partir de là, je pense que on va s'arranger pour les SIC notamment. Enfin, on a d'autres choses qui peuvent être attaquées, donc ça veut dire qu'il faut quand même faire très attention. Il faut que l'économie sociale soit solidaire entre elles et qu'on discute des choses et qu'on ait quelques valeurs. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. C'est impossible. Deuxième remarque, je termine là-dessus, c'est la remarque de Laurent tout à l'heure. Tu as dit COP21. Tu as parlé COP21, je suis ravi. Cependant, c'est quand même été créé par le mouvement, pas que par Grenoble. Puisque c'est un mouvement national, c'est un fonds d'investissement que nous venons de créer, qui va être dirigé par le mouvement, par la Confédération. On a monté un fonds pour l'instant de 10 millions d'euros, qui est pour les start-up, notamment coopératives et numériques, en partie ou pas. Ça, c'est un truc vachement moderne. Tu parlais de modernité, Fatima. Je pense que ça montre que notre mouvement est en train de bouger, est en train de faire des choses, notamment avec les start-up. Et je crois, des incubateurs sont créés dans toutes les régions. Vraiment, on essaye de faire bouger le mouvement là-dessus. Et COP21 est un bon moyen. Et je pense qu'on va faire, quand on va le donner au niveau de la presse, ça va faire quand même un buzz assez intéressant. Voilà, pour ne pas être long. Hein. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Une dernière intervention. Anna. Et après, nous demanderons à nos amis de conclure. Ça arrive. Tu vas avoir 2 micros. 2 micros éthiques. À toi. Bonjour, Anita Protopapa. Je suis gérante d'une coopérative d'activité dans les métiers du numérique. Moi, je pense que toutes les discussions autour de l'économie sociale et solidaire, c'est complètement inaudible et incompréhensible pour le grand public. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. La deuxième chose, c'est que les coopératives, elles ont, toutes formes confondues, elles ont un énorme intérêt, qui est un intérêt politique, c'est le principe de réappropriation. Et je pense que ça soit la consommation, le travail, l'énergie, en tout cas tout ce qui est autour du bien commun, c'est vraiment quelque chose qui est assez à la fois fondateur, mais qui répond aussi à une quête de sens de beaucoup de gens, et qui est aussi un enjeu de démocratie. Donc je pense que plutôt que de s'épuiser dans des débats stériles sur l'économie sociale et solidaire et sur l'entrepreneuriat social, parce que sur l'entrepreneuriat social, quand même, ce qui est intéressant, c'est de poser une seule question, c'est d'où vient l'argent et où va l'argent. Donc à partir de ce moment-là, je pense que les choses sont assez claires. Merci beaucoup. Alors il y avait une des dernières interventions au fond de la salle, là-bas. Ça y est, on y est, vous avez le micro? Voilà, c'est parti. Il faut l'allumer. Ou alors il n'y a plus de pile. Un deuxième micro, s'il vous plaît. Il arrive. Oui, allô? Oui, présentez-vous. Oui, Sébastien, cofondateur d'une SIX qui s'appelle les Grains de Sel. Nous sommes implantés sur Paris 13e. Justement, je pense que ça a été assez résumé par pas mal d'intervenants. Le fait de pouvoir se réapproprier véritablement la distribution et que ça soit pour le bien commun est une priorité absolue. Je pense que ça fait partie effectivement du mouvement des coopératives, les SIC sont là justement pour pallier à ce problème majeur de l'accaparement des biens de production, de distribution par la finance.
et que pour ce faire, il faut véritablement pouvoir associer un maximum d'acteurs consommateurs aux entreprises afin de pouvoir s'autofinancer et avoir effectivement une démocratie directe sur les consommateurs, sur ce qu'ils veulent, les orientations des entreprises. Et c'est un très bon moyen de pouvoir justement aller très rapidement par rapport aux enjeux du climat ou par rapport aux enjeux du chômage, de la pauvreté, de l'exclusion, et que c'est par ces dynamiques locales, très ancrées, qu'on peut effectivement pouvoir faire avancer les choses, et que le modèle des cycles est véritablement un des modèles prometteurs, mais il faut aller très vite et il faut encourager un maximum de ces points de distribution, de ces entreprises novatrices qui associent le consommateur à la production, pour se réapproprier justement ce qui nous a été directement spolié par la grande finance. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à Jean-François puis à Laurent de conclure ce débat qui pourrait durer encore des heures. Cela dit, pour vous dire qu'il n'est pas terminé et ça fait un moment qu'il dure, c'est qu'une anecdote comme ça, j'ai été interviewé il y a quelques mois dans le cadre d'une grande conférence du mouvement des entrepreneurs sociaux qui me demandait « Vous êtes dirigeant de Scope ?» J'ai dit « oui, personne n'est parfait. » Et vous voudriez que chaque personne dans nos structures, nos entreprises, ait une voix? C'est ça que vous avez envie de ça, vous? Point barre. J'ai dit, j'aimerais bien, oui. C'est-à-dire que ce qui était remis en cause, ce n'est pas les grands débats de l'ESS. C'est-à-dire, ça leur paraissait curieux qu'on ait ça comme valeur. Le débat s'arrêtait là. Il n'y en avait pas d'autre. Qu'on n'ait pas de faux débats. Ça les étonnait. Voilà. Donc je le dis ça m'a fait sourire au moment. Mais voilà, mais après, il faut débattre, voilà, parce que sur les modalités, on n'est pas non plus ni des bisounours, ni ceux qui font tout le mieux que les autres, voilà. Je vais demander maintenant à Jean-François de conclure, peut-être nous dresser à la fois en synthèse et des pistes pour avancer, et ensuite à Laurent, et puis ensuite je donnerai la parole à Jean-Marc, parce que là, nous sommes en train, bientôt, nous allons dépasser le temps qui nous était imparti. Jean-François. Merci. Alors, on a parlé de l'entrepreneuriat social parce que c'était l'objet c'était la commande. La semaine prochaine, je vais parler de coopérative et territoire. Je vais vous dire que je serai beaucoup plus tranquille et beaucoup plus positif parce que coopérative et territoire, ça marche, marche bien. Parler de l'entrepreneuriat social, il y a un copain qui me dit « Arrête, tu te fais du mal, et ça ne sert à rien. » Voilà, donc, mais il a tort. Et je pense que c'est très important de mener le débat. Je crois qu'il faut absolument débattre. Et je pense que il faut pas. Je suis désolé, je dis des choses peut-être un peu abruptement, mais il ne faut pas se dire ça n'intéresse personne ou c'est hors de portée ou etc. Il ne faut pas avoir peur, y compris de théoriser, y compris de ne pas se comprendre réciproquement, de se disputer. On échange des idées. C'est tout, elles ne nous appartiennent même pas et on peut se tromper. L'important, c'est d'échanger pour avancer. Et je crois qu'il n'y a pas, même si ça paraît un peu inutile parfois, il faut le faire parce qu'on en a besoin. Parce qu'au niveau de l'action, on est en train d'éclater. Voilà, c'est simple. ESS France, il y a trois textes maintenant. Qu'est-ce qui se passe demain, exactement. Voilà. Bon, après, savoir d'où vient l'argent et où va-t-il, je ne pense pas que ce soit... C'est une question fondamentale, bien sûr. J'utilise souvent cette question quand je parle en particulier à des élus territoriaux, de dire votre argent, où va-t-il quand il y a un appel d'offres. Mais ça ne me semble pas être la question fondamentale, néanmoins. Je crois qu'un des enjeux de l'économie sociale et solidaire, c'est précisément de dire que l'essentiel, ce n'est pas la question de l'argent ou de la gestion, c'est la question de comment on fait société. C'est comment on fait ensemble. Pour moi, c'est ça la question de fond. Donc, je vais très vite et je réponds un petit peu pêle-mêle. Merci Fanelli de ton intervention sur la transition écologique. Et c'est vrai que c'est aussi bien sûr que, vous voyez, la question de la transition, c'est comme la question sociale, c'est-à-dire que plus il y a de catastrophes écologiques, plus il y a d'inégalités sociales et plus il y a de marchés. Plus il y a une segmentation du marché et plus il y a de business à faire. Donc c'est la preuve, à partir du moment où on aborde les questions sous cet angle-là, on voit bien que le raisonnement à l'échelle de l'entreprise, il ne tient pas. Il y en a qui plantent des arbres en Indonésie en étant financés par les multinationales qui sont les plus grands destructeurs de forêts. Eh oui. Voilà. Et le plastique,
C'est exactement la même problématique. La gestion des déchets plastiques, Coca-Cola le finance alors que c'est un des plus grands utilisateurs de plastique. Voilà. Mais surtout, on ne va pas remettre en cause la production du plastique. Donc, et en fait, si on n'a pas un raisonnement macroéconomique aujourd'hui, dans l'économie sociale, mais aussi et surtout dans l'entrepreneuriat social, on ne peut pas comprendre les enjeux. Sinon, évidemment, on renouvelle. On voit bien, vous avez vu à tous les niveaux, l'échelle des prix des produits a complètement éclaté. Au niveau c'était les montres, ça commençait avec les montres, des débats, mais vous voyez, les immeubles, les chambres d'hôtel, enfin, les voitures, tout, quoi. Donc, alors que, évidemment, on a un souci quand même, on parlait d'écart de salaire. Voilà, parlons-en à ce moment-là. Mais en même temps, Jacques, je ne suis pas d'accord avec cette façon de poser. Moi, Benoît Hamon m'avait demandé, je lui avais dit, faites donnez un écart de salaire de 1 à 1, tant qu'à faire. Bah oui, parce que ça n'a aucun sens. Parce que si on est dans une petite association locale, 1 à 25, évidemment que c'est délirant, mais que dans certains cas, on ne peut pas tenir la concurrence. Ce n'est pas pour défendre les écarts de salaire. Je ne suis pas du tout sur ce registre-là. Je veux simplement dire qu'on ne peut pas poser la question de cette façon-là. Il n'y a pas de bonne mesure. Évidemment, ça dépend de quoi on parle. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les coopératives vinicoles en Champagne. En Champagne, il y a encore 15 000 producteurs. Oui, c'est un sujet sympathique. Il y a à peu près 15 000 producteurs. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce que par rapport à l'écart des salaires, ça m'a touché cette question-là. À partir du moment, vous savez, il y a 130 coopératives en Champagne. S'il n'y avait pas les coopératives vinicoles en Champagne, il n'y aurait pas tous les producteurs n'auraient pas pu résister quand on sait que le premier producteur, c'est LVMH. Un mouette, c'est LVMH. Donc, vous voyez un peu le bonhomme, quoi. Donc, les viticulteurs ont résisté en se dotant de coopératives qui ont gardé la matière première. Mais la matière première, pour la garder longtemps, il faut faire du champagne. Et pour faire du champagne, il faut avoir des directeurs de cave qui ne se trouvaient que chez les négociants. Il a fallu les débaucher des négociants. Et pour les débaucher, on les a payés. On a complètement explosé les écarts de salaire dans les coopératives vinicoles. Mais si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait plus d'agriculture familiale en Champagne. Vous voyez, c'est des questions complexes. Donc là encore, il faut sortir de l'entreprise. Il ne faut pas qu'on raisonne au niveau de... Dans l'entreprise d'économie sociale, il faudrait des écarts de salaire de 1 à 5, 1 à 10, 1 à 25, parce que ça n'a pas de sens. Il faut réfléchir, il faut comparer. Nous, on a fait un article dans la RECMA récemment. Enfin, on a publié un article dans la RECMA, les écarts de salaire dans les banques. Voilà, alors on a comparé les banques capitalistes et les banques d'économie sociale. Alors selon qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, néanmoins, il y a des écarts de salaire évidemment qui sont choquants, on va dire, dans les banques de l'économie sociale, mais ils sont incomparables, beaucoup plus étroits que dans les banques capitalistes. Ça parle. Parce que ça a du sens de dire ça. Je ne dis pas que ça suffit comme argument, mais ça a du sens de dire que si vous comparez les 3 grands groupes coopératifs français, les écarts de salaire ne sont pas du tout les mêmes que dans les banques capitalistes. Voilà, ça c'est un fait réel. Donc voilà, je conclus. Moi, je vous donne ma position maintenant au niveau de la recomposition, entre guillemets, de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas ce qu'il en est. Je suis tout à fait d'accord, par contre, que je pense aussi que de la même façon que l'entrepreneuriat individuel n'aurait pas dû rentrer dans la loi française. Je pense aussi que tous les groupements de personnes ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire. Je suis d'accord avec ça, c'est évidemment, parce qu'on peut faire des groupements de personnes de n'importe quoi, surtout quand c'est des personnes morales, donc c'est-à-dire des entreprises. Donc il y a évidemment des limites à fixer. Il n'y a eu aucune réflexion, puisqu'on a dit, à partir du moment où on est sur le statut, c'est bon. Alors on aurait dû réfléchir à cette question-là. Moi, il me semble que si on raisonne à l'échelle internationale, le mouvement qui tient la route, le mouvement qui est structuré, c'est le mouvement coopératif, avec toutes les tensions qu'il traverse. COP de France a quitté l'ACI. Ben voilà, un acte politique fort. Mais je m'en réjouis pas. Mais le mouvement coopératif, je peux vous dire, moi je voyage pas mal à l'étranger, dans des pays très divers. Les 7 principes coopératifs, on les connaît partout. Et quand vous êtes dans une coopérative en Colombie, au Kyrgyzstan ou en Indonésie, vous parlez le même langage et vous avez les mêmes questionnements et les mêmes doutes. Voilà. Et donc, pour terminer, je dis un mot à l'attention de Fatima, quand même. Je termine avec Fatima, c'est normal. Eh bien, moi, je n'ai pas le même regard, parce que je fréquente moins... sûrement que les personnes qui travaillent dans les fédérations coopératives, je fréquente moins
peut-être les strates intermédiaires. Je fréquente moins, ça peut être étonnant, mais les jeunes qui sortent des écoles de commerce, bien que j'en fréquente aussi, et on a des débats, quoi. Mais au CNAM, j'ai une autre population. Et je peux vous dire qu'on a dû remettre en route, en formation, des modules d'enseignement sur la coopération, en particulier les SCOP, les CAE, les SIC et les coopératives de consommateurs, parce que c'est en train de se réveiller de façon extraordinaire. Et ceux qui viennent, ce ne sont pas des gens qui sont dans le mouvement coopératif, ce sont des gens qui viennent du mouvement associatif pour beaucoup, hein, voilà, qui sont très engagés. Et moi, je peux dire, je n'ai pas du tout le sentiment aujourd'hui que le mouvement coopératif a une image vieillie. Mais pas du tout. Ça, pour moi, c'est cette image, c'est cette représentation-là qui est en train de vieillir. C'est-à-dire, c'était vrai peut-être il y a 10-15 ans, mais il y a une demande de réflexion sur les coopératives et qui va renouveler la pensée coopérative. C'est très bien, et les pratiques coopératives. Mais des installations de coopératives, pas forcément sous forme statutaire coopérative au début, mais ça va très vite, y compris dans les AMAP. On voit bien que les AMAP sont en difficulté. Il y a des AMAP qui commencent à se poser la question, est-ce qu'on fait une SIC, est-ce qu'on fait une coopérative de consommateurs ou une SCOP? Ça existe aussi. Donc, il y a un renouveau coopératif majeur, et ce qui est vraiment très encourageant, c'est qu'il est mondial. Donc ne nous arrêtons pas non plus à la lecture française. C'est vrai que nous, c'est particulièrement compliqué. Je crois que c'est un peu la tradition. On a toujours été un peu emmerdés et emmerdants avec ça. Mais à l'échelle mondiale, le mouvement coopératif est vraiment le modèle référent pour, on va dire, une économie au service de la société et pas une économie qui instrumentalise la société. Merci beaucoup. Laurent. La conclusion, ce sera plutôt d'essayer de répondre aux quelques questions qui ont été posées. Je trouve que c'est plus intéressant justement d'être dans cette forme d'échange. Sur la question formulée par la personne, excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom, d'Enercop et la transition écologique. Là, il y a un sujet. Il y a un sujet qui est un peu utopique, mais il y a quand même un sujet. Comme vous le savez, la blockchain permet à des gens de s'organiser collectivement pour notamment développer l'économie circulaire. Il y a un exemple qui existe, et justement qui est un exemple qui est sur l'énergie, qui est, enfin deux exemples, un aux États-Unis à Brooklyn et l'autre dans le quartier Confluence à Lyon, qui, via une blockchain, permet précisément d'aller vers cette transition écologique. Donc je me dis finalement, à partir d'Enercop, de l'expérience d'Enercop, pourquoi pas créer une blockchain avec l'ensemble des sociétés coopératives, créer une crypto-monnaie associée à cette énergie propre, de raccorder l'ensemble et à partir d'un smart girl, c'est-à-dire un contrat intelligent, voir comment ça peut fonctionner. C'est utopique, mais ça peut être une manière justement pour le mouvement coopératif de se donner une image là pour le compte plus moderne. La deuxième question était liée aux jeunes et à la vision de la coopération qui serait vieillissante. C'est pas complètement faux, mais en même temps, je remarque que les questions que se posent les jeunes, alors ce n'est pas les jeunes, c'est basé quand même sur des choses assez précises. Il y a eu à Lille, en octobre, la conférence des grandes écoles, qui a bien souligné les préoccupations des jeunes sur les questions sociétales, sociales, et y compris la RSE. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, alors je prends la conférence, mais je peux prendre aussi HEC. HEC, les trois axes d'expertise d'HEC, c'est l'entrepreneuriat, le digital et l'impact social et sociétal. Vous le retrouvez à tous les coups. L'EDEC, c'est pareil. Ils organisent pour les premières années un hackathon chaque année en début d'année où on se pose la question, on demande aux jeunes, à travers l'hackathon, de régler la question et si vous deviez régler la question des migrations, du climat, de l'environnement, etc. Donc, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que les questions qui sont posées, on sent qu'elles sont en résonance avec le mouvement coopératif. Donc la question est plutôt de savoir comment le mouvement coopératif va arriver justement à se positionner sur ces questions, trouver des réponses à ces grands enjeux qui sont posés aujourd'hui, mais qui sont une préoccupation. On a aujourd'hui une génération, pour ce qui concerne en tous les cas les diplômés, qui s'interrogent sur le sens par rapport à l'entreprise et qui ont des questions qui sont finalement assez proches des questions que se pose le mouvement coopératif. Et pour répondre complètement à la question, je me souviens, je crois que c'était le congrès de Lille où Rocard était intervenu en expliquant
pratiquement en exhortant la salle, en disant « Vous êtes les solutions pour demain, à condition de grandir ». Et ce qui ne s'est pas produit, au moment où, d'une certaine manière, Rocard arrive au pouvoir en 1981 et va devenir le traducteur politique de l'économie sociale sur les bases des travaux d'Henri Desroches, il voulait mettre en intercoopération les différentes familles de l'économie sociale. Force est de constater que ça n'a pas marché. Mais c'est quand même une invention politique. On avait placé Paul Ramadier à la DG23. La DG23, à l'époque, à la Commission européenne, était en charge de l'économie sociale. Et je me souviens, moi, à l'époque, j'étais journaliste pour Le Mouvement, on avait des réunions européennes, le problème, c'est que l'économie sociale, c'était quand même français, quoi. Et on passait la moitié de la réunion à s'interroger, à savoir, et vous, l'économie sociale, mais en France, ça veut dire quoi, etc. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si le concept, à nouveau, n'est pas devenu un concept creux. Et s'il ne faudrait pas plutôt revenir sur les sociétés coopératives en se disant, c'est peut-être la voie de communication, aujourd'hui, et de lobbying, de dire le modèle coopératif a des choses à défendre. Enfin, et je terminerai là-dessus. Excusez-moi, c'est un fait personnel, mais en tous les cas qui concerne une vision sur ce que disait Jean-François de coopérative et territoire. J'étais amené à présenter mon livre, parce que je vis l'essentiel de mon temps à Montpellier. On m'a demandé de faire une présentation de mon bouquin Face aux barbares. Et donc, il y avait 100 ou 200 personnes, peu importe. Mais les gens étaient très intéressés par ce retour de la question coopérative. On m'a posé énormément de questions en disant « Mais oui, surtout à Montpellier, Airbnb, ça devient un problème. Les gens ont du mal à se loger. Chaque année, vous avez des étudiants qui dorment dans les bagnoles parce qu'on ne trouve plus de logement. » Et donc, quand on évoque l'idée que des communes pourraient reprendre ces plateformes, mais en les dirigeant vers le bien commun, et en les dirigeant vers le fait qu'en fait, il va y avoir mutualisation de moyens, et y compris en associant les coopératives, y compris en associant aussi des chercheurs, vous retrouvez un sens qui est complètement différent d'une entreprise hyper financiarisée et qui ne vise que ses profits. Donc oui, certainement, coopérative et territoire, ça a un avenir, et c'est probablement à partir des territoires qui sont en crise que la coopération pourra trouver un avenir. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Jean-François et merci beaucoup à tous.